Je salue d'abord Monsieur le Président de la région qui nous accueille si magnifiquement, cher Victorin Lurel, ma collègue, ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, bien évidemment l'ensemble des ministres présents qui ont été salués à l'instant par Victorin Lurel, le secrétaire général de la Convention sur la diversité biologique, et la présidente et la directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Madame la ministre de l'Environnement, Monsieur le Premier ministre de Curaçao, et puis je voudrais tout particulièrement saluer aussi les élus de la région Guadeloupe, du département, des communes qui sont présents, et puis bien évidemment l'ensemble des ONG présentes de tous les territoires à travers le monde, à travers toutes ces régions d'outre-mer, ces régions dites périphériques, mais qui sont en train de devenir le centre. Je vais y revenir tout à l'heure. Et je voudrais saluer ce travail des associations depuis des années, parfois depuis des générations, sans lesquelles aucune décision internationale prise au niveau des chefs d'État et de gouvernement ne serait possible. Nous voici arrivés à l'important moment qui conclut les riches travaux de cette seconde conférence internationale sur la biodiversité et le changement climatique dans les Outre-mer européens. Et aujourd'hui, c'est très important ce qui se passe parce que nous nous adressons à l'Europe, mais au-delà aussi au monde entier. Et ce message de la Guadeloupe, dont nous voulons ensemble qu'il soit un outil pour l'action, pas seulement une déclaration théorique, mais une action opérationnelle pour l'action volontariste, concrète, un outil de mobilisation des gouvernements, des citoyens, des experts, des acteurs privés et publics et de tous ceux qui vont prendre leurs responsabilités, il faut l'espérer. Merci à tous et à toutes pour la qualité des échanges qui ont conduit à l'élaboration de ce texte jusque très tard dans la nuit. Merci pour cette franchise aussi, car je crois que ces travaux ont permis de faire lucidement la part des progrès accomplis en 6 ans, mais aussi des difficultés et des lenteurs qui persistent trop souvent, des obstacles à lever, des leviers à actionner pour agir plus efficacement et plus rapidement. Merci à la région Guadeloupe pour son accueil chaleureux dans ce magnifique territoire qui a pris le parti de l'excellence environnementale et dont un de nos éminents poètes, Ernest Pépin, décrit merveilleusement des falaises songeuses aux volcans qui marronnent, des mains d'arbres grattant le dos du ciel au boucan de couleurs, la flore et la faune appareillées à la diversité. Une petite lèche de terre, dit tendrement Ernest Pépin, que Georges connaît particulièrement bien puisqu'elle est de cette île magnifique, et qu'il appelle, je le cite, « cadencer le monde dans son chemin d'errance ». Et vous me permettrez de voir dans cette manière poétique de dire que les Outre-mer, si nous joignons nos forces, peuvent donner à la planète l'exemple du possible pour relever le grand défi de ce 21e siècle, c'est-à-dire l'engagement, comme vous l'avez dit dans les groupes de travail, dans une croissance verte et bleue qui est une réponse indispensable à l'urgence écologique, mais aussi le principal espoir d'un nouveau progrès humain. J'ai tenu, vous le savez, à verser au débat de vos ateliers les résultats du questionnaire qui ont été adressés à tous les acteurs de la biodiversité dans les Outre-mer français, car il m'a semblé que les réponses collectées ouvraient des pistes de réflexion et d'action, pointaient des améliorations nécessaires et pouvaient être utilement partagées. Je n'insisterai pas ici sur ce que nous savons tous et qui pourtant doit être inlassablement rappelé pour que l'Europe, toute l'Europe, en ait pleinement conscience et agisse en conséquence. Alors oui, les 28 Outre-mer européens sont à la fois des réservoirs exceptionnels de biodiversité et donc des gisements de connaissances scientifiques, d'innovation technologique et donc des sources de création d'emplois si nous savons retourner vers ces Outre-mer l'origine de la biodiversité et ne pas les laisser spolier ou ne pas laisser les prédateurs prendre ce qui les intéresse dans cette biodiversité. Et en même temps, ce sont les plus immédiatement vulnérables aux effets du recul de la biodiversité et du dérèglement climatique. Et donc, jamais autant qu'aujourd'hui, les enjeux relatifs à la biodiversité d'un côté et au climat de l'autre n'ont été aussi étroitement imbriqués et interdépendants. Les climatologues nous ont appris que l'atmosphère a une mémoire, celle de nos pollutions, celle de nos émissions de gaz à effet de serre, qui excèdent le rythme auquel la nature peut les digérer et peut se renouveler. Et les écologues nous ont appris
que dans la biosphère, les écosystèmes sont solidaires pour le pire comme pour le meilleur. Cette articulation vaut pour toute l'Europe, mais encore avec plus d'évidence et d'urgence dans ces outre-mer. Et ma conviction, c'est que les territoires ultramarins aujourd'hui peuvent donner raison aux poètes d'hier, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Autrement dit, l'obligation salutaire d'inventer sans tarder et de mettre en place des solutions novatrices qui non seulement répondent aux problèmes immédiats auxquels nos territoires sont les plus exposés, mais fassent de vous, de ces territoires que vous représentez ici, les pionniers de la mutation écologique nécessaire de nos sociétés. Il va y avoir un retournement de situation, au sens où les handicaps, l'éloignement géographique, l'insularité pour beaucoup, l'exiguïté territoriale, les violences climatiques subies, tous ces handicaps traditionnellement soulignés peuvent aujourd'hui se retourner en atout. C'est le pari qu'il faut faire, c'est la chance qu'il faut saisir. Et nos régions dites ultra-périphériques peuvent et doivent devenir le centre de la mobilisation climatique européenne et mondiale. Car vous pouvez être les premiers à montrer comment prendre soin d'une biodiversité frontalement menacée, les premiers à entrer dans l'âge de l'après-carbone et de l'après-pétrole, les premiers à accéder à l'autonomie énergétique à partir des ressources terrestres et marines entièrement renouvelables dont on dispose dans les Outre-mer en abondance. Et par conséquent, la feuille de route, la déclaration de Guadeloupe, issue de ce travail, est un guide pour l'action qui doit permettre de mobiliser des outils opérationnels, réglementaires, financiers et de nouer des partenariats concrets pour qu'ensemble, nous intensifions nos efforts. Et je voudrais ici vous dire vraiment, parce que c'est ma responsabilité avec celle de Georges Paul-Langevin, de vous dire au nom du gouvernement français que la France sera pleinement engagée à vos côtés dans cette démarche. J'ai défendu d'abord à l'Assemblée nationale la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte et les Outre-mer y ont occupé une place très importante. D'ailleurs, Victorin Lurel a été très présent au cours de ces débats, a fait des amendements, a permis d'améliorer la loi. Et hier, le Conseil européen, vous le savez peut-être, vient de conclure un accord ambitieux, a repris ses objectifs de la loi de transition énergétique et en particulier, il s'est engagé à réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'échéance 2030. Donc vous voyez que malgré la crise économique, et peut-être à cause d'elle, l'Europe a su réagir, a su se montrer volontaire, créative, visionnaire, et cela permet maintenant de passer à l'action, parce que dès lors que le cadre est fixé dans le temps, que nous avons un sens aux efforts que nous devons faire, alors les opérateurs publics, privés, associatifs, citoyens ont la capacité de s'engager avec la clarté des objectifs. Dans ce texte, le remarquable potentiel des Outre-mer, je le disais à l'instant, y a été reconnu, notamment pour la montée en puissance des énergies vertes, l'éolien, le solaire, la géothermie, la biomasse, les énergies marines, dans la perspective d'un accès à l'autonomie énergétique qui les affranchissent de leur coûteuse dépendance pétrolière et gazière. De même, la loi relative à la biodiversité que le Parlement français a commencé à examiner en commission et qui viendra au printemps prochain en discussion, va nous permettre de mieux protéger et valoriser nos richesses naturelles et les services que leurs écosystèmes nous rendent, tout particulièrement dans les Outre-mer, qui concentrent 80% de la biodiversité française et donc qui ont un rôle majeur à jouer. Alors, quels engagements la France peut prendre à l'occasion de cette conférence internationale de la Guadeloupe, accompagnant ce message de la Guadeloupe, cette feuille de route? Il s'articule autour de 4 objectifs. Le premier, c'est mieux connaître pour agir juste. Ça, c'est crucial, de mettre en commun nos différentes connaissances, d'améliorer la chaîne de production et de circulation des savoirs, car l'efficacité de l'action sur la biodiversité et contre le dérèglement climatique en dépend. C'est pourquoi nous nous engageons ici à mettre à la disposition de toutes les données de l'Observatoire du changement climatique dans les Outre-mer, qui a été récemment créé, qui vous a été présenté durant cette conférence. Ces mesures relatives, par exemple, aux précipitations, aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux hausses de température, au niveau des mers,
et à leur acidification seront mutualisées et partagées. Les sciences participatives, qui associent les citoyens aux travaux des chercheurs, comme le fait excellemment le Muséum d'histoire naturelle, dont des chercheurs sont ici présents, seront encouragées pour que la connaissance et la défense de la biodiversité deviennent l'affaire de tous. La France est prête à s'impliquer activement pour développer cette démarche dans tous les Outre-mer européens et pour valoriser les savoirs locaux et traditionnels. Un colloque européen d'ailleurs est prévu en 2015 sur ce sujet dans le cadre de la préparation de la conférence climat du mois de décembre. Le ministère de l'Écologie pilote depuis 2 ans un système d'évaluation des écosystèmes qui permet de mieux évaluer les services rendus par la nature, services soi-disant gratuits, dont nous n'avons souvent pas conscience et pourtant si importants pour l'économie, le bien-être, la santé et la culture. Cette méthode sera généralisée pour l'évaluation de toutes les richesses naturelles des Outre-mer français et je souhaite qu'elle devienne un outil concret d'aide à la décision mise à la disposition de tous les Outre-mer européens et au-delà. Les forêts rendent de nombreux services contre l'érosion des sols pour la qualité de l'eau. Elles sont les châteaux d'eau de nombreux territoires des Outre-mer. La France et l'Europe sont aussi en Amazonie, ne l'oublions pas, et ont un rôle important pour la préservation de ce précieux biome. Et parce qu'il faut mieux les connaître pour mieux les protéger, nous effectuerons une cartographie régulière des habitats forestiers dans les Outre-mer et rendrons publiques les évolutions qu'elle enregistrera. La 12e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue il y a une dizaine de jours en Corée a rappelé que l'acidité des océans a augmenté de 26%, c'est énorme, par rapport à la période pré-industrielle et risque d'augmenter de 170% d'ici 2100, entraînant de lourds impacts écologiques, économiques et sociaux. Nous devons absolument approfondir cette connaissance de ces phénomènes et nous allons lancer un appel à projets de recherche sur l'acidification des océans et ses conséquences afin de mettre à la disposition de tous les Outre-mer européens les résultats de ces travaux scientifiques. Le deuxième axe, il s'agit de protéger et de valoriser, permettre l'accès aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles, pour un juste partage des avantages susceptibles d'en être tirés. C'est l'un des objectifs majeurs d'ailleurs du projet de loi sur la biodiversité. Le gouvernement présentera également un projet de réforme du code minier afin de protéger aussi les ressources génétiques, d'encadrer l'exploitation des ressources du sol. Et là aussi, c'est un sujet de grande attention dans les Outre-mer. Nous allons également accélérer et amplifier la protection des aires marines. La France s'est fixé comme objectif de couvrir 20% de ses eaux en aires marines protégées en 2020. Bien évidemment, les Outre-mer y prennent toute leur part. La mer de Corail, par exemple, tout récemment créée en Nouvelle-Calédonie, s'étend sur plus de 1 200 000 km². Et nous appuierons le gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour l'établissement du plan de gestion de ce parc naturel. Le parc a permis à la France de remplir et de dépasser les objectifs d'Aichi en faisant passer à 16%, contre 10% dans ses objectifs, la couverture du domaine marin français en aires maritimes protégées. Autre exemple, le sanctuaire Agoa, de protection des mammifères marins, les baleines, les dauphins, les marsouins et l'emblématique baleine à bosse, s'étend sur plus de 143 000 km² et nous allons, avec Georges Paul-Langevin et Victorin Lurel, installer ici dans quelques heures son conseil de gestion en Guadeloupe. Ce sanctuaire pourra, dans une démarche de coopération internationale, nouer des liens étroits avec les États de la Caraïbe et avec les parties contractantes à la Convention de Carthagène. J'en profite pour rappeler d'ailleurs mon attachement à la coopération régionale dans le cadre de ces conventions ou au niveau bilatéral qui permet de mieux protéger, par exemple dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes telles que le poisson lion. En Martinique, le processus de lancement du parc naturel marin est lancé et en Guyane, je sais que nombre d'associations, d'élus, d'acteurs de terrain soutiennent la création d'un parc national zone humide sur les marais de Caux avec un volet marin. Le président de France Nature Environnement, M. Denès-Lostis, d'ailleurs, m'a fait part des derniers états de ce dossier. Nous allons nous rapprocher des élus et des parlementaires pour examiner une protection beaucoup plus ambitieuse du marais de Caux, qui pourrait d'ailleurs servir d'exemple à d'autres créations de parcs nationaux dans les zones humides.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, il nous faut renforcer la protection de la seule forêt boréale française, là aussi en concertation avec les acteurs locaux. Enfin, je soutiens le rapprochement des aires marines protégées dans les zones des Kerguelen et Crozet avec l'Afrique du Sud, et nous continuerons d'appuyer le gouvernement de la Polynésie française et les communes marquisiennes pour la création d'une grande aire marine protégée autour des Marquises qui est en cours de réalisation. Aménager, c'est aussi appliquer le principe éviter, réduire, compenser et en priorité éviter et réduire. C'est pourquoi le gouvernement français s'engage à accélérer dans les Outre-mer français la constitution de corridors écologiques et à favoriser le réseau écologique des départements d'Outre-mer afin de mieux identifier les zones qui nécessitent une valorisation et une protection. Dans le même esprit, et je sais que beaucoup d'entre vous y sont attentifs, le recensement des espèces de la liste rouge de l'UICN doit être achevé et que les évaluations réalisées par l'UICN avec le concours du ministère de l'Écologie et de ses établissements publics soient complétées de manière à répertorier toutes les espèces menacées et à établir sur cette base des plans d'action. Le troisième axe, c'est de faire de la biodiversité, c'est de faire de l'urgence une chance pour la biodiversité. On le sait, mais je crois qu'il faut le répéter, ça fait partie de l'éducation à l'environnement. La biodiversité est le meilleur rempart à la prolifération de nouveaux agents infectieux, évite le développement de résistance aux insecticides, dont l'usage systématique porte atteinte à la santé. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de bannir dans la loi de transition énergétique et dans certains lieux publics l'emploi des pesticides, lancer un programme Tercène, villes et villages sans pesticides. Et ici, avec l'appui des élus, nous avons arrêté l'épandage aérien de pesticides. Ça a constitué une décision extrêmement importante. Et dans ce domaine, la protection des mangroves, et je salue aussi là tout le travail qui est fait en Guadeloupe, sera renforcée, car ces écosystèmes fragilisés et en recul rendent des services très importants. Ils servent de nurserie pour la faune aquatique, ils servent de captation du carbone, ils servent d'épuration, de dépollution des eaux de ruissellement, ils servent de stabilisation des zones côtières et ils servent de protection contre le dérèglement climatique. La mangrove peut absorber jusqu'à 70% de la force d'une vague géante. C'est dire l'importance de cette fonction protectrice, d'autant plus précieuse dans un contexte de dérèglement climatique et avec les risques d'élévation du niveau de la mer. C'est un enjeu majeur. La France a lancé un grand plan de protection de ces mangroves ultramarines couvrant 35 000 hectares d'ici 2016. Je souhaite accélérer ce mouvement avec la ministre des Outre-mer afin que cet objectif soit atteint avant le sommet climat de Paris en décembre 2015, en lien avec les collectivités du Pacifique qui sont particulièrement dynamiques dans ce domaine. La Nouvelle-Calédonie a d'ailleurs inscrit dans son code de l'environnement la protection de ces mangroves et je compte m'appuyer sur cet exemple pour amplifier la dynamique dans tous les territoires ultramarins, de sorte qu'à moyen terme, la quasi-totalité des mangroves des territoires d'intervention du Conservatoire national du littoral soit placée sous sa protection. Et ici, en Guadeloupe, la mangrove illustre parfaitement, Victorin Lurel me le rappelait, ce lien écologique vital d'échange terre-mer avec un programme de gestion de cet écosystème qui représente plus de 4000 hectares sur cette île. Même chose pour les récifs coralliens, puisque 70% des récifs coralliens de la planète sont aujourd'hui menacés, notamment par le changement climatique et l'acidification des océans. Et la France est le 4e pays récifal, entend assumer ses responsabilités particulières qui lui incombent et ce sera aussi un des thèmes portés à l'ordre du jour de la conférence Paris Climat avec un objectif chiffré, ambitieux de récifs coralliens à protéger. Pour terminer, je voudrais vous dire que la biodiversité permet aussi d'accompagner la transition énergétique et nous devons renforcer les capacités d'intervention et de mobilisation des acteurs. Être vigilants, comme nous le demandent les ONG, que ce soit le France Nature Environnement, le WWF, la Fondation Nicolas Hulot, la Ligue de protection des oiseaux, Humanité Biodiversité, les Amis de la Terre, le Région Action Climat, Surfrider, que je réunis dans le Conseil national de la transition écologique. Elles sont vigilantes et elles ont raison sur la cohérence des investissements publics
et de leurs impacts sur l'environnement. Et nous allons, dans le cadre de la loi sur la biodiversité, créer l'Agence française de la biodiversité qui fera une place très importante aux Outre-mer qui, comme on vient de le voir, sont au cœur des enjeux de défense de la biodiversité. Voilà, mesdames et messieurs, la France appuiera aussi la création d'un mécanisme de financement européen s'inspirant du fonds BEST et participera activement à la mise en place d'un outil de suivi de l'état d'avancement des engagements collectivement souscrits dans le cadre de ce message de la Guadeloupe. Je sais que les débats ont porté sur la présence des Outre-mer dans la gouvernance de cet outil financier. Vous pouvez compter sur le gouvernement français pour s'assurer de votre représentation effective dans cette gouvernance. Il me reste à vous remercier de l'ensemble de vos travaux et vous dire une nouvelle fois et souligner à quel point la Guadeloupe était tout à fait apte et légitime pour accueillir cette conférence. Si j'en veux encore l'exemple de l'inauguration que nous allons faire tout à l'heure dans le cadre du Parc national de la Guadeloupe, avec une mission toute particulière dédiée à la biodiversité, avec une construction exceptionnelle en matière d'énergie positive, une construction bâtiment modèle à énergie positive, avec une haute exigence d'excellence environnementale. Et je crois que les Outre-mer ont tout pour réussir et même pour anticiper cette mutation, pour être des laboratoires à l'échelle du monde, pour montrer ce que les continents, les pays continentaux doivent et peuvent faire. Il y a aussi ici dans les Outre-mer de pressantes raisons d'agir compte tenu de l'urgence. Et l'enjeu, c'est plus de rattraper un vieux modèle à bout de souffle, mais au contraire de devancer, d'entraîner, de saisir cette opportunité de l'urgence pour être totalement à l'action et au résultat. Je vous remercie pour vos travaux. Je souhaite que le message de la Guadeloupe nous donne à tous la force d'un bel élan partagé et vous pouvez compter sur nous.